Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Produit par Baseball Québec. Le mot du DG, Maxime Lamarche. Bonjour tout le monde, bienvenue à Baseball Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. C'est un retour pour nous après quelques mois d'absence, quelques mois de relâche à cause de la COVID-19, cette fameuse COVID. On revient avec un épisode qui va être un peu plus général. On va jaser avec l'invité que vous voyez présentement à l'écran, Maxime Lamarche. Comment ça va, Max? Ça va super bien. Toi, comment ça va, Juan-François? Ça va super bien aussi. On revient à la normale tranquillement, Maxime. Ça a été des mois pas super faciles pour autant notre fédération que les autres fédérations. J'aimerais ça que tu me parles un peu du processus depuis le mois de mars, un peu informé, là, parce que je sais que tu as travaillé en masse, puis il y a du monde dans la Fédé aussi qui ont travaillé d'arrache-pied. On t'a vu à la radio, on t'a entendu à la radio, on t'a vu à la télé. Parle-moi un peu des démarches là, qui ont été prises depuis le mois de mars. Toute une aventure, hein, la COVID. On est évidemment, on est tombé du jour au lendemain dans l'inconnu. Les gens qui écoutent présentement, vous savez tous que durant le mois de février-mars, ce sont des mois où est-ce que c'est le temps de faire les inscriptions. Le baseball 2A, la plupart du temps, a commencé son camp d'entraînement, mais tout ce qui est le baseball récréatif, d'initiation, baseball pour le plaisir, les gens s'inscrivent dans cette période-là. Donc, je me souviens de la première conférence de presse du premier ministre Legault, de l'avoir vu et d'avoir fait « Oh, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite des choses? » Et du jour au lendemain, d'avoir vu dans notre site de régie, de voir que les inscriptions se sont arrêtées et après ça, se sont arrêtées pendant 2 mois et demi complètement. Ça nous a un peu scié les jambes. Puis évidemment, on se retrouvait justement devant l'inconnu. Au début, on faisait nos hypothèses en nous disant c'est passager. Puis plus on avançait, plus là, on se ramassait à avoir des morceaux de la société s'arrêter et puis en arriver finalement à un confinement complet pour l'ensemble du Québec. Il a passé, ça a été des montagnes russes, hein, et autant pour nous à l'interne, toi, l'ensemble des employés, que nos présidents, nos bénévoles, nos membres, de dire finalement, il va y avoir une saison de baseball. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on gère ça? Comment on s'assure que on prend les bonnes décisions pour notre fédération? Puis on a passé des moments, comme je disais, des montagnes russes, où à un certain moment, j'ai été obligé de tout vous annoncer que on vous mettait sur le programme, sur la prestation canadienne d'urgence, puis qu'on allait rouler la fédération à 2-3 employés pendant un certain moment. Ça a été sérieusement toute une aventure. Puis, on est content de voir que le gouvernement a priorisé le sport dans son déconfinement, lui a laissé une place parce que vous savez, à travers le Canada présentement, même si c'est le Québec qui a le plus de cas, c'est le Québec qui a été un des premiers à déconfiner dans le sport amateur. Puis aujourd'hui, nous autres, ça fait déjà un mois qu'on joue des parties de baseball. Puis si on va en Ontario, il n'y en a pas de partie de baseball. D'ailleurs, il y a tellement d'équipes de l'Ontario qui nous appellent pour dire on aimerait ça venir jouer au Québec. Puis c'est non, on commencera pas ça. Mais tout ça pour dire qu'on a vraiment été chanceux dans notre malchance de pouvoir commencer. Puis les scénarios qu'on avait présentés à nos membres, finalement, se sont avérés à être véridiques quand on leur avait dit qu'à quelque part en juin on commencerait, puis qu'en juillet on commencerait notre saison. On a été capable d'arriver à temps, puis on en est bien fiers. Est-ce que tu penses que la réunion que vous avez eue, toi, le DG de Hockey Québec et de Soccer Québec a pu amener justement le sport plus rapidement comparé à l'Ontario, par exemple? Est-ce que ça a aidé? Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai pas assez d'informations de l'interne, mais évidemment, je pense qu'on essayait d'envoyer des messages forts à tout le monde que l'ensemble des fédérations sportives, l'ensemble des sports, on allait travailler en équipe. Je pense que l'histoire a montré que les sports faisaient chacun leur affaire de leur côté. Et là, en temps de COVID, c'était le temps de se tenir ensemble, puis de se rassembler, de se parler. Puis on l'a fait avec le soccer et le hockey, mais j'ai été plus que jamais dans les derniers mois en communication avec beaucoup d'autres fédérations sportives, là. Okay. Puis, à travers ça, on s'est rendu compte aussi qu'on avait beaucoup de points en commun, puis probablement qu'on allait pouvoir s'entraider beaucoup plus qu'on pensait.
Nos sports sont différents sur le terrain, mais quand c'est le temps de l'administrer, quand c'est le temps de s'occuper, prendre soin de nos bénévoles, d'organiser des compétitions, ça finit tout par se ressembler. Fait qu'il y a un beau partage de connaissances qui est en train aussi de s'installer à travers les fédérations. Les jeunes sont de retour sur les terrains du Québec à notre grand bonheur. Comment ça se passe, le retour à la normalité? Est-ce que tout est respecté? Est-ce que, même à l'interne, au niveau de la fédération, là, tout le monde est revenu dans la fédé? Est-ce qu'on revoit une certaine normalité des choses? Je pense qu'à partir du moment où on est passé à la manche 5 et 6, là, on va dire la manche 6 maintenant avec du baseball interrégional, et que l'ensemble des règles qui changeaient la game sur le terrain dans sa réglementation est tombé, suite aux recommandations évidemment de la santé publique, où on a décidé juste de mettre les mesures barrières, les mesures sanitaires finalement. Je pense qu'on s'est rapproché un petit peu de la normalité, puis à ce moment-là, on a déjà vu aussi comment les inscriptions ont passé de ça commence lentement, pas vite, à OK, là, on part, puis on s'en va vers quelque chose de plus habituel. Donc, ça donnait un coup de main. Et on est pas mal fiers aussi de dire qu'il y a au-dessus de 25 000 joueurs qui ont décidé de revenir sur le terrain de baseball. Si on prend pour acquis que l'année dernière, on avait 32 000 jeunes joueurs et joueuses, c'est plus de 80 qu'on a réussi à aller chercher. On sait que les autres sports sont peut-être plus autour de 60-65 %. Donc, c'est vraiment le fun de voir que notre gang est serrée, avait hâte de retourner sur les terrains. Maintenant, dans les opérations courantes, on ne se fera pas de cachette, on ne se mettra pas dans la tête dans le sable, on ne se fera pas à croire que tout est parfait. Je pense que en général, ça se passe bien. En général, les personnes ont adhéré à nos règles, ont décidé de les respecter, mais comme dans la société en général, il y a des membres de la Fédération, des membres de Baseball Québec qui pensent que la COVID, c'est un gros complot parce que Bill Gates veut mettre des tours 5G puis veut mettre des micropuces dans le corps de tout le monde. Là. Fait que on vit aussi, nous autres, la réalité qu'il y a des gens, c'est plus difficile de respecter ces règles-là en place. Je pense que la grande majorité le fait. Puis quand nous, on reçoit des communications qui nous disent qu'il y a des clubs de baseball ou des associations qui ne prennent pas les règles au sérieux, ben, on pogne le téléphone, puis on les appelle, puis on essaie de régler ça à l'instant parce que je l'ai mentionné il y a peut-être 2 ou 3 semaines, ce qui serait vraiment plus plate que d'être obligé de se laver les mains, serait vraiment plus plate que d'être obligé de déclarer nos symptômes, ben ça serait vraiment de juste arrêter de jouer au baseball parce que les municipalités ont décidé de fermer les terrains de balle. Puis on commence à avoir quelques exemples. Il y a certains tournois de softball qui ont été annulés, des événements la plupart du temps qui ne sont pas fédérés, donc qui sont comme pas sous la supervision de personne, ou ils ont même des parcs où est-ce que les villes ont été mettre des blocs de béton pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas ces rassemblements-là. Donc pour moi, c'est des indices de faut faire vraiment attention, il faut respecter nos règles. Puis après ça, ben laissons les jeunes s'amuser sur le terrain, frapper des balles, attraper des balles et en lancer, courir. Ça, on est tous capables de le faire, même en temps de COVID. Parlant de retour sur le terrain, je pense que tu as remis les spikes cette année pour t'amuser au softball. Ouais. Je pense que tu as été capable de voir un peu comment ça se passait justement avec la COVID et tout. Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que tu joues dans la région que tu es? Ouais, ben je joue dans la ligue de softball de Deux-Montagnes avec des vieux chums avec qui j'ai joué mon baseball mineur dans le temps pour les As de Bellefeuille. Une dynastie extraordinaire de gagnants et de champions. Évidemment, ben là, on se revoit tous 25 ans plus tard, fait que c'est super le fun de le voir. Même là, à la softball, c'est le même principe. Hein. Puis, on ne se fait pas de cachette. Les gars de mon équipe, je pense qu'ils en mettent encore plus parce qu'ils savent l'implication que j'ai dans le baseball. Donc, ils respectent encore plus les règles, puis ils savent que moi, je vais être très, très, très strict et sévère par rapport à ces règles-là. Mais l'ensemble des équipes contre qui on a joué le font, le respectent. Ça crée des moments cocasses un petit peu quand on veut se donner des high-fives à distance avec nos gants puis qu'on se touche pas. Ça fait rire un peu tout le monde, mais je pense que tout le monde a décidé d'embarquer. Maintenant, le défi, c'est semaine après semaine de ne pas relâcher. On relâchera quand on sera rendu dans le salon à l'automne puis que la saison sera finie. Mais le temps que ça passe, la période est tellement courte cette année, ben faisons les choses comme du monde pour être certain d'avoir nos apparitions au bâton puis de célébrer nos coups de circuit ou nos beaux jeux en défensive. Ouais, je pense qu'il y a moyen de s'amuser quand même, là, malgré tout. Là. On a le choix de faire avec, s'amuser ou juste chialer puis dire que c'est pas le fun. Ça, je pense que le côté de s'amuser puis se faire des high-fives, comme tu disais, à distance, je pense que ça amène un côté le fun, là, qui est moins le fun, mais on peut s'amuser avec ça. Oui, mais encore là, tu sais, comme je dis à tout le monde,
ça m'empêche pas, moi, à softball, d'aller dans la boîte du frappeur puis d'essayer de frapper la balle le plus solide que je peux. Ça m'empêche pas de capter un roulant au premier but puis d'essayer de tourner un double jeu. Ça m'empêche pas d'aller chercher un ballon à l'entre-champ comme j'aurais pu le faire avant. Fait qu'après ça, pour moi, c'est comme all right, guys, là, faisons la base, faisons ce qu'on doit respecter pour qu'on puisse continuer à s'exprimer sur le terrain. Max, je te garde pas plus longtemps. Je sais qu'il te reste quelques heures avant tes vacances. Profites-en bien, puis on se revoit dans 2 semaines. Yes, on va déconnecter un peu, puis on se reprend. On va se préparer pour la suite des choses parce qu'on a bientôt, on va déjà avoir 2021 à préparer. Exactement. Merci, Max. Salut, Jeff. Merci. L'actualité baseball avec Robert Brousseau. Mon prochain invité, Robert Brousseau. Comment ça va, Robert? Ça va très bien. Ça va très bien. Excellent. La phase COVID se passe bien malgré tout? Ben oui. Ce que je trouve important, c'est de recommencer à jouer au baseball. Là, COVID ou pas, l'important, c'est de voir des enfants, des jeunes adultes sur le terrain pratiquer le sport qu'ils aiment le plus faire pendant l'été. Donc, déjà ça, c'est une nouvelle qui est très réjouissante. Là, on ne pensait pas arriver à ce point-là à la mi-mars. Là, pour nous, c'était l'hécatombe. Là. Puis, tu sais, juste de voir du baseball, là, c'est très encourageant. As-tu senti une excitation au niveau des entraîneurs et des arbitres autant que les jeunes? Parce que les jeunes étaient contents de retourner sur le terrain, mais les arbitres et les coachs sont-ils contents aussi? As-tu senti ça? Ah, ben moi, je pense que c'est collectif. Tu sais, le baseball, c'est comme on l'avait souvent mentionné, c'était le sport qui, selon nous, c'était le plus apte là, à pouvoir revenir au jeu rapidement parce que il n'y a pas tant de contact que ça. Donc, moi, je pense que tout le monde est très content de revenir. Tout le monde est content, puis tout le monde est aussi, je ne dirais pas tout le monde, là, mais une vaste majorité des gens sont aussi conscients qu'on pratique notre sport dans une atmosphère qui est un peu différente à cause de la pandémie, à cause notamment du positionnement des arbitres. Mais les gens sont contents, mais d'un autre côté, ils sont aussi conscients que c'est une saison qui est un peu spéciale. On le sait, à Baseball Québec, Robert, tu es un peu la bible des règlements. Ouais. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que les gens est-ce qu'ils ont encore beaucoup de questions? Est-ce que c'est quotidien, les petites questions et les choses qui peuvent revenir au niveau des règlements à tous les niveaux, en fait? Bien, il y a toujours des questions, pandémie ou pas. Il va toujours avoir des gens qui posent des questions pertinentes ou pas. Moi, ça me fait toujours un plaisir de répondre à ces questions-là. Ce qu'on avait envisagé, bien, on avait pensé adapter certaines règles pour contrer un peu là, les mesures de distanciation sociale ou pour les encourager plutôt. Puis, finalement, quand on est revenu au jeu, on n'a pas eu à les mettre en application. C'est-à-dire, par exemple, on avait avancé qu'il n'y aurait pas de lead sur les buts, il y aurait des limitations sur le nombre de manches lancées par les lanceurs. Finalement, quand on a commencé la saison en phase 5 et 6, on n'a pas à les mettre en application. Fait que ça, je pense que les gens sont contents là, de jouer du baseball traditionnel. Donc, ça ne change pas tellement leur façon de jouer au baseball. Puis, le reste des règles, là, on a toujours des questions là, sur des interprétations, sur des situations. Fait que ça, année de pandémie ou pas, là, il va toujours avoir ce questionnement. Tantôt, tu as parlé du positionnement des arbitres, Robert. Oui. Est-ce que j'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir une différence au niveau des arbitres, au niveau des règlements, entre les jeunes qui jouent jusqu'au midget puis le junior et le senior. Est-ce que toi, tu as vu qu'il y avait une différence entre les deux au niveau de l'arbitrage, au niveau du fonctionnement? Je n'ai pas beaucoup assisté à des matchs de baseball mineur, c'est-à-dire du 18U en descendant. Personnellement, je fais quand même relativement un peu de matchs dans le junior et dans le senior. Puis, à ce niveau-là, répète-moi donc ta question. Là. L'arbitrage, c'est quoi la différence entre les deux? Comment les règles? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Le point où je voulais arriver, c'est que, évidemment, même quand l'arbitre est positionné derrière le receveur, évidemment qu'il y a un risque d'erreur. Et ce risque d'erreur-là est encore plus grand quand on est derrière le lanceur. Fait que c'est sûr et certain qu'un arbitre qui est moindrement orgueilleux et qui veut toujours rendre la bonne décision, c'est sûr que être derrière le lanceur, ça
facilitera pas sa tâche, là, au contraire. Donc, il faut prendre encore plus de temps là, pour rendre les décisions. Évidemment, les fameuses balles courbes, là, puis on ne sait pas à quelle hauteur là, qui arrive à la hauteur du marbre. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour rendre nos décisions parce qu'il faut quand même rendre des décisions. Puis, évidemment, comme on est beaucoup plus loin, bien, on se met dans des positions des fois où si on est trop rapide à rendre nos décisions, on va se mettre un petit peu dans la chenoute. Fait que, évidemment, bon, il y a toujours les mêmes situations, c'est-à-dire les balles frappées sur les lignes, c'est très difficile très difficile. Il y a toujours une ligne qui ne sera pas couverte. Les jeux au marbre, qui va couvrir le jeu au marbre? Est-ce que c'est l'arbitre derrière le lanceur ou c'est l'arbitre des buts? Évidemment, la troisième chose très importante, c'est les time plays. Là. Par exemple, quand le troisième retrait s'effectue, mettons, au deuxième ou au troisième but, alors que quelqu'un croise le marbre. Normalement, quand l'arbitre est positionné derrière le marbre, ben, il est en mesure de visuellement voir est-ce que le point est rentré avant le retrait. Dans le nouveau système, ben ça, il faut vraiment porter attention à ces situations-là. Dieu merci, moi, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu une ou deux pendant la saison, mais c'est quelque chose qui va être très important là, quand on va rentrer dans les séries. Là, là, ça ne sera pas le fun là, si on ne porte pas attention à ce point-là. Donc, c'est une nouvelle réalité, puis les arbitres doivent s'adapter à ça, là, évidemment, parce qu'on n'a jamais été confronté avec cette situation-là. J'entends souvent, tantôt tu l'as mentionné, mais d'appeler les balles et les prises, est-ce que c'est une des facettes, évidemment, qui est différente là, pour les arbitres? Là? Moi, oui. J'ai jamais été en arrière d'un marbre comme arbitre, mais j'ai l'impression que quand je suis en défensive, que la zone de but, la zone des prises, je la vois très bien. Tu sais. Oui. Mais qu'est-ce qui est différent puis qu'est-ce qui est si difficile pour un arbitre d'être en arrière du lanceur pour appeler des balles et des prises par rapport à être derrière le marbre? Bien, il y a deux choses. La première chose, c'est que des fois, on ne voit pas le marbre. On demande beaucoup moi, je m'amuse beaucoup avec les receveurs en disant écoute, plus tu vas nettoyer le catcher, plus tu vas nettoyer la plate plutôt, bien, plus je vais te donner de prise. Quand on ne voit pas le marbre, c'est difficile d'évaluer. Surtout quand les catchers se mettent directement sur le coin avant même le pitch. Là, es-tu vraiment sur le coin ou tu n'es pas pantoute sur le coin ou bien tu es à 6 pouces du coin? Fait que, quand tu vois le marbre, évidemment, quand tu es derrière le receveur, tu vois visuellement, tu es beaucoup plus proche. Tu es capable d'évaluer où est-ce que la balle va passer. Alors que quand tu es à 65 pieds, 70 pieds du marbre, là, ça peut devenir difficile. Quand tu as des surfaces qui sont moindrement poussiéreuses, bien là, le marbre, il devient enterré de sable rapidement. Là, ça devient difficile de coller les balles et les prises. C'est sûr que si le receveur il est tout le temps placé en plein milieu de la plate, tu le sais, là, le range là, de 17 pouces, est-ce que son gant va être là-dedans? C'est la même chose en défensive. Tu vas être en mesure de voir si le lancer, c'est une balle ou une prise, là, dépendamment de la hauteur et de la largeur. Quand les catchers se mettent sur les coins, puis quand tu vois plus ou moins les coins de marbre, là, ça peut devenir difficile. Évidemment, quand j'en parlais tantôt, là, les fameuses courbes là, qui cassent, là, ils cassent-tu dans le gant du catcher ou bien ils ont cassé avant le marbre? Ça, évidemment, ben, c'est une facette là, qui est plus difficile. C'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu plus notre temps là, pour prendre des décisions. OK. Je termine, Robert, avec la dernière question. Ben, pas une question, plus un commentaire, question. Là. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées pour le restant de la saison au niveau des règlements, au niveau de la façon de faire pour l'arbitrage? Y a-t-il des choses qui sont dans l'air justement comme tu t'adaptes? La question qui revient le plus souvent pour côtoyer des joueurs juniors seniors, c'est quand est-ce que l'arbitre va retourner derrière le marbre? Évidemment, je suis conscient que quand va arriver les séries éliminatoires, où là, des décisions qu'on va rendre, là, balle prise ou retrait ou n'importe quoi, vont éliminer des équipes. Là, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Fait que je dirais que c'est le questionnement que les gens nous mentionnent le plus souvent. Est-ce qu'on envisage que l'arbitre du marbre retourne derrière le receveur? Au moment où on se parle, là, c'est pas... évidemment, on aimerait ça dire oui, on va y aller. Au mois de septembre, ça va être ça. Évidemment, tout se fait en collaboration avec la santé publique, puis on verra c'est quoi les développements rendus à ce moment-là. Évidemment, ça serait le fun qu'on puisse y retourner. Je pense que les arbitres seraient les premiers contents parce que, bon, on est tous orgueilleux puis on veut tous
prendre les meilleures décisions possibles. Moi, je calcule qu'en étant derrière le receveur, on s'aide dans la prise de décision comparativement à être derrière le lanceur. De l'autre côté, s'il faut le faire comme ça pour le restant de l'année, bon, on va le faire comme ça, on va l'avoir fait pendant toute la saison. Puis les gens vont comprendre là, que ce n'est pas des décisions qui sont nécessairement faciles, là, mais on l'aura fait pendant toute la saison. Donc, ça sera la continuité là, pendant les séries. Je vais juste parler aussi là, des mesures sanitaires dans le baseball junior-senior. Évidemment, quand on a planifié notre plan de retour au jeu puis qu'on a mis de l'avant les mesures sanitaires, évidemment, quand on avait pensé tout ça, dans notre tête, on pensait beaucoup là, aux divisions 18U en descendant. Donc, avec le gérant qui va s'occuper de s'assurer que les joueurs, est-ce qu'ils ont des symptômes, est-ce que les joueurs se lavent les mains, tout ça. Puis, parallèlement, ben là, on se dit, ouais, dans le junior et dans le senior, il n'y aura pas vraiment cette personne-là, mais on demande au coach là, de veiller à ce que les équipes mettent de l'avant ces mesures-là. Personnellement, moi, j'étais comme, je pensais que les joueurs juniors, seniors, ben, c'est pas nous autres. Là, puis, non, on va jouer du baseball là, comme d'habitude. On ne se lavera pas les mains, puis on va se coller dans l'abri des joueurs. Je vous dis pas que c'est parfait, là, loin de là, mais de l'autre côté, puis ça, je veux le mentionner, il y a des équipes là, qui font vraiment bien. Moi, j'entends des coachs dire aux joueurs, « Hey, les boys, soit qu'on se distance ou soit allez vous asseoir dans les estrades pour permettre d'avoir moins de monde sur le banc. » J'ai vu des solutions savonneuses sur les bancs. J'ai vu des équipes avec plein de chaises dans le champ extérieur pour justement pas utiliser le banc des joueurs. Fait que c'est faux de dire que le baseball junior-senior, ben on se fout des mesures sanitaires et on fait ce qu'on veut. Il y en a qui font des très belles choses, il faut les encourager. Puis moi, quand j'entends des entraîneurs le mentionner à leurs joueurs, ben moi, je vais les voir et je dis, ben c'est parfait de ce que tu fais, c'est bravo. Puis ça va nous permettre de continuer à jouer. Ça va nous permettre de réduire les risques d'éclosion. Moi, j'encourage beaucoup ça. Puis, je le mentionne aux joueurs. Hey, les boys, on garde notre 2 mètres. Puis, les joueurs sont très réceptifs là, parce qu'ils savent que c'est pas des niaiseries là, qu'on dit. Puis, ils ne prennent jamais mal. Ils disent, OK, c'est vrai, il faut leur rappeler souvent. Mais ils le prennent très bien. Puis là, souvent, ils envoient des joueurs aller s'asseoir dans les estrades, puisque, bon, il y a souvent peu ou très peu de personnes là, dans les estrades, fait qu'on sert les premières rangées dans les estrades. Fait que c'est quand même des choses là, que je tenais à préciser, là, que les mesures sanitaires, là, même dans le baseball junior senior, il y en a beaucoup qui le mettent de l'avant. Et tant mieux, parce qu'on parle souvent des choses négatives, justement. Fait que c'est le fun de parler des choses positives. Tant mieux, tant mieux. J'avais un peu le même feeling que toi, en fait, de penser que les plus vieux seraient moins respectueux des règlements. Mais non, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux. Ouais, c'est pas le même encadrement, mais bon, il y en a qui le font, puis je pense qu'on doit le dire, on doit le mentionner. Exact. Robert, merci beaucoup pour ton temps. On se revoit bientôt, j'espère. Oui. Salut. Salut. Le réseau de développement Midget 3A avec Sylvain Saint-Don. Salut Sylvain, comment ça va? Bonjour Jean-François, ça va bien toi? Ça va très bien, très bien. Retour à la normalité tranquillement, pas vite. Comment ça se passe de ton côté, ça? Ben, le mot normal est un petit peu ambigu, mais non, ça se passe relativement bien. Il a fallu évidemment apporter certains changements à nos structures de haute performance, mais vu les circonstances, là, on se débrouille quand même bien. Sylvain, la COVID a chamboulé pas mal tout, là, que ce soit midget 3A, au baseball, au football, dans toutes les sphères de la vie, que la COVID, ça a changé pas mal tout. Qu'est-ce que ça a changé pour le midget 3A là, pour la saison 2020? Bien, au moment que, tu sais, il ne faut pas perdre de vue que les équipes midget 3 ont une saveur provinciale. Donc, c'est des équipes, des joueurs d'une certaine région qui se promènent d'une région à l'autre pour affronter ses adversaires. Donc, c'est une ligue provinciale. Et
évidemment, au moment qu'on avait à prendre des décisions, à savoir est-ce que le baseball recommence, est-ce qu'on repart comme d'habitude, bien, la santé publique recommandait qu'il y ait le moins de déplacements possible d'une région à l'autre. Donc, ça venait mettre un peu en péril nos activités. Jusqu'à temps qu'on trouve peut-être le moyen de faire un genre de division ouest, où il y aurait la région de Montréal avec les équipes autour. On appelait ça à ce moment-là la division des contaminés, parce que la zone était un peu plus rouge. Puis il y avait du côté de Québec, où là, il y avait beaucoup moins de cas d'éclosion et qu'on pouvait peut-être jouer un avec l'autre. Un peu à cause de ces non-permissions de déplacement qui étaient à l'origine un peu la problématique. Il y a des équipes qui ont eu qu'on n'a pas pu démarrer leur saison 3 de la bonne façon comme les autres années. Entre autres, l'équipe de l'Estrie Richelieu à Masca, où il y a des joueurs qui proviennent de Granby, de Sherbrooke, de Drummondville. Déjà, leur équipe est constituée de presque 3 régions administratives selon la santé publique. Donc, eux, on a préféré ne pas avoir de concessions cette année et les laisser jouer au niveau du midget 2A ou dans le temps de 2A, dans les plus jeunes, etc. Et du côté de Gatineau, ça a été un peu la même chose, vu que la zone la plus proche était la fameuse zone contaminée un petit peu plus. Donc, la seule façon qu'ils pouvaient faire un élément provincial, c'est faire 2 heures de tour pour se rendre dans une zone qui était comme isolé du restant du Québec, en guillemets. On a préféré faire du baseball plus local à ce moment-là. Donc, ces 2 concessions-là de Gatineau, Richelieu et Masca ne sont pas revenues dans nos équipes. Et par la suite, bien, il a fallu, évidemment, avec 2 divisions, on ne pouvait plus non plus tenir des équipes division 1, division 2. Donc, nos marchés ne pouvaient pas avoir une équipe très forte, une équipe un petit peu moins forte. Donc, ça aurait déséquilibré la compétition énormément. Donc, on a laissé tomber cette année les fameux D1 et D2 pour s'en tenir à des équipes homogènes, équilibrées, pour avoir une compétition le plus fun possible à l'intérieur des 32 matchs que durant notre saison. Donc, ça a été les gros changements majeurs. OK. Qu'est-ce que ça peut changer pour les jeunes, justement, qui ne seront pas nécessairement dans le midget 3, mais qui vont rester dans le midget 2A ou... Parce qu'il doit y avoir des bons joueurs qui sont décalés midget 3A qui vont rester dans un calibre inférieur. Écoute, sûrement. Puis c'est évidemment, on a créé une Ligue midget 3, on a créé une Ligue midget 3 avec des divisions D1, D2, justement, pour que chacun de nos athlètes soit dans la bonne chaise, qu'il y ait un bon niveau de compétition devant lui. Mais évidemment, on a plusieurs équipes midget 2A qui vont être assez relevées cette année, qui vont être assez fortes. Donc, évidemment, on espère que le développement va se faire quand même. On se considère comme un peu chanceux d'être capable d'avoir notre saison de baseball puis d'être capable de jouer 30 matchs durant l'été. C'est sûr, ce n'est pas nos conditions idéales, mais là, il faut faire avec. Puis je pense que tout le monde sur la planète n'est pas dans des conditions idéales. Donc, on va s'ajuster. Comment ça se passe, les règles de salubrité avec les entraîneurs, tous les intervenants du midget 3? Est-ce que ça a l'air de bien se passer pour l'instant? Écoute, on a des retours positifs. C'est sûr que ça fait des années que les joueurs se font des high-fives, qui se font des accolades, etc. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de rassemblement au monticule. C'est quelque chose qu'on avait déjà enlevé les dernières années au niveau midget 3. Pas mesure sanitaire, mais juste pour accélérer les matchs, etc. Ouais. Donc, tant mieux si ça roule un petit peu plus. On a plusieurs petits règlements qu'on a mis en place. Entre autres, tout le monde joue avec ses propres balles, etc. Les officiels, la santé publique ne voyait pas de bon oeil que les officiels soient dans le coup des receveurs pour crier des prises, etc. Peut-être que ça serait possible avec un masque, mais à ce moment-là, avec la chaleur qu'il fait, puis tout ça, déjà le masque en dessous d'un masque, c'est comme donc, évidemment, les officiels maintenant arbitrent du monticule, ce qui amène un lot de difficultés. Il faut que nos entraîneurs soient très sensibles à la qualité de leur receveur et au placement de leur receveur, parce qu'il s'agit que ce dernier se place mal puis il vient fourvoyer l'arbitre complètement dans les cadres prise-balles. Oui, ça demande un ajustement, mais je pense que tout le monde fait sa part dans ce dossier-là. Plus tôt dans la saison, récemment, en fait, il y a eu, vous avez parlé de l'annulation du tournoi de fin de saison, là, du provincial.
Est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là? Est-ce que c'est possible qu'on voit le provincial avoir lieu quand même? Oui, ben écoute, pas plus tard qu'hier, il y a eu une annonce comme quoi que les rassemblements de 250 personnes et plus peuvent être permis. Quand on parle de tournoi, ça amène aussi un autre problème, c'est qu'il y a pas seulement deux équipes qui s'affrontent avec des parents dans les estrades, il y a les deux autres équipes qui s'en viennent aussi, donc ça amène peut-être trop de monde au même endroit. Donc pour l'instant, on n'a pas encore le feu vert pour faire des événements, des championnats provinciaux, des tournois. Il y a aussi le fait qu'on ne veut pas nécessairement promouvoir de rester dans un hôtel où on serait 4 joueurs par chambre, etc. Donc, on reste prudent au niveau de la transmission, tout ça. On est en train, présentement, d'élaborer un groupe de travail qu'on met sur pied justement pour trouver un genre de formule, un genre peut-être des séries éliminatoires, une façon de procéder qu'on pourrait effectivement couronner le champion Midget 3 2020, le champion COVID de l'année 2020. On a une rencontre justement lundi à matinée pour regarder les options possibles. Et évidemment, on veut créer qu'il y ait un engouement et qu'il y ait un dénouement final. On veut faire ça, mais on est très sensible à respecter les consignes de la santé publique puis à ce qu'on reste tous en santé, tout le monde. On n'est pas sans savoir que présentement, notre sport, je pense qu'il y a eu un petit litige au niveau du soccer en Mauricie où la santé publique a retiré l'activité, justement, parce que les règles de distanciation n'étaient pas respectées, etc. Je pense que tous les sports sont un petit peu sous observation là-dessus. On va rester prudent, puis la santé de nos athlètes et nos familles va rester prioritaire là, dans tout le processus de réflexion. Dernière petite question pour toi, Sylvain. Est-ce que tu penses déjà à la saison 2021, de savoir comment est-ce que ça pourrait s'enligner? Est-ce que vous préparez déjà ça au Midget 3 avec les intervenants qui sont avec toi ou on se concentre vraiment sur 2020? On n'est pas rendu là, Jean-François. N'oublie pas que notre Ligue Midget 3 est un peu le continuum de notre saison sport-études. Donc, je te dirais que présentement, justement, on vient juste d'envoyer une information à nos parents pour la rentrée des classes de septembre qui est un branle-bas de combat au niveau scolaire, au niveau des horaires. Les écoles ont un défi immense pour les programmes de sport-études de bien gérer ça, de faire des classes où c'est les professeurs qui vont se promener, les classes vont rester là. Pour nous, le côté sportif, avec le plan que la Fédération a montré à la santé publique, on s'en sort relativement très bien, où on va être un peu business as usual, là, on va rouler comme les autres années. Mais je te dirais, nos préoccupations, c'est de bien entamer l'automne et d'y aller d'une façon là, avec un beau continuum, là, de bien s'assurer que notre saison sport-études se déroule bien pour les prochains mois. Puis par la suite, évidemment, il va falloir préparer 2021, mais préparer aussi tous nos programmes, etc. On est en train de refaire le modèle de haute performance un peu de la Fédé qu'on remet au ministère de l'Éducation tous les 4 ans. On est en train de reformuler ça un petit peu. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent bien fun. C'est sûr qu'on a été sur les freins là, cette année, évidemment, mais il y a plein de beaux projets qui s'en viennent pour les kids. Là, ça va être bien fun. Tant mieux, tant mieux. Sylvain, je te remercie pour les quelques minutes. Garde tes mains loin de ta bouche, puis reste en santé. Merci, Jean-François. Salut. Bye, bonne journée. L'arbitrage au Québec. Jean-François Arsenault, comment ça va? Ça va bien toi-même? Ça va très bien, merci. Jeff, c'est toi le responsable des arbitres. Donc, ma question pour toi, c'est assez simple. Comment ça se passe avec les arbitres depuis la COVID? Comme j'ai dit là, à beaucoup de mes collaborateurs dans les régions, c'était pour être possiblement la pire saison qu'ils ont connue depuis longtemps, mais peut-être en même temps la plus intéressante dans la mesure où chacune de nos actions cette année a une importance là, vraiment capitale. Comment ça se passe? On a subi une perte de membership là, assez importante. Là, c'est un peu tôt là, pour les estimations les plus précises, là, mais je pense qu'on a perdu approximativement 1000 arbitres comparativement à l'année dernière. Là. Fait que passer de 2200 à peut-être 1200 en espérant monter à 1300, 1400, là, ça fait quand même mal. Ce qui fait en sorte que assigner des arbitres au match, là, c'est un vrai défi, mais heureusement, là, il y a plein de volontaires qui ont levé la main. Il y en a qui font beaucoup plus de matchs. Fait qu'on s'en sort quand même, j'ai envie de dire miraculeusement. Là. OK. Qu'est-ce qui fait que les arbitres, justement, ont quitté? Est-ce que c'est la COVID directement, la peur de contracter la maladie ou
Est-ce que c'est plus les règlements, les changements au niveau du positionnement et tout qui peut faire en sorte que les arbitres étaient moins intéressés à arbitrer, en fait? On a perdu quelques personnes à cause des changements de positionnement. Au niveau de la réglementation, il n'y a pas de changement majeur qui nous concerne. Par contre, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sensibles à cause du climat. Pas de tension, mais l'espèce d'insécurité ambiante là, liée à la COVID. Fait qu'il y en a qui, sans avoir peur là, nécessairement de la maladie, ne veulent pas avoir l'impression d'aller travailler en allant faire un match de baseball, mais plutôt s'amuser. Puis le facteur plaisir chez certains a diminué. Il y en a qui ont quitté pour ça, mais j'ai l'impression que la masse n'est pas revenue à cause du début de saison tardif. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes se sont trouvés d'autres choses, d'autres jobs. Puis une fois, là, quand ça a commencé, là, au début juillet, les gens ont dit « too bad, on est rendu ailleurs ». Fait que malheureusement, on a été victime de ça. OK. Comment ça se passe au niveau des règlements de salubrité? Est-ce que les arbitres sont capables de contrôler un peu ce qui se passe sur les terrains? Puis est-ce que le respect est là entre les joueurs, les arbitres et les entraîneurs? Ben, ce qu'on me rapporte, c'est qu'au niveau, du positionnement, des nombreux changements, ça se passe assez bien. C'est-à-dire que les arbitres sont capables là, d'offrir un bon service là, malgré le fait qu'ils ne soient pas positionnés là, à des endroits optimaux. Fait que la relation avec les joueurs, les entraîneurs, se passe bien de ce côté-là. Concernant les mesures sanitaires, on garde toujours en tête que l'arbitre moyen au Québec a 16 ans et 1 an d'expérience. Okay. Fait que c'est sûr que de demander à un ado de faire respecter des mesures d'hygiène complexes, c'est beaucoup demandé. Puis on le voit dans les différents commerces aussi, puis les différents abus. Fait que demander à nos arbitres d'être les principaux responsables de ça, c'est impensable. Puis c'est pour ça que la Fédération a décidé d'opter pour la formule Monsieur Net. J'ai fait une expérience, j'ai arbitré des matchs dernièrement, puis un des responsables de ligue était dans les estrades, puis à la fin de la partie, il est venu me voir, puis il m'a demandé, il dit, coudonc, JF, comment ça se fait de laisser passer telle et telle chose pendant le match? Puis sincèrement, j'en avais même pas eu conscience. J'étais au courant qu'une des deux équipes avait tendance à tourner les coins par rapport aux mesures sanitaires, mais il m'a nommé plein de trucs que j'ai même pas vus. Parce que, bon, en étant en arrière du lanceur, il faut avoir les yeux sur la balle là, en tout temps, là, évidemment. Fait on n'a pas, en tant qu'arbitre sur le terrain, on n'a pas le focus à la bonne place pour assigner ça. Puis, malheureusement, c'est toujours la minorité qui refuse de se conformer aux normes là, qui ressort. Mais ça semble bien aller. Je dis ça semble là, parce qu'on n'a pas fait d'études at large. Dans l'ensemble, de notre côté, c'est pas un facteur là, majeur. OK. J'ai une petite question plus technique pour toi. Là, même. Autant que moi, je suis dans ma saison de softball puis j'ai aperçu certaines choses parce que les règlements se ressemblent au niveau du positionnement des arbitres. Et une discussion avec Robert Brousseau plus tôt, que lui me disait que les arbitres ont de la difficulté avec la zone de prise en arrière du lanceur parce qu'ils ne voient pas nécessairement tout le temps le marbre. Il me parlait aussi, moi j'ai constaté en fait que les arbitres, c'est plus difficile une balle frappée sur les lignes. Des fois, il y a un arbitre au premier but, on ne voit pas la ligne du troisième but et tout. Est-ce qu'il y a des façons peut-être qui sont dans l'air pour améliorer ces situations-là? En arrière du pitcher, est-ce qu'il y a une façon de soulever l'arbitre pour qu'il voit le marbre plus près? Je ne sais pas, je dis ça comme ça, là, mais y a-t-il des choses qui peuvent être faites pour aider les arbitres? Est-ce que tu as pu constater certaines choses? L'essai qu'on a fait qui a été concluant, c'est de tracer 2 lignes blanches de chaque côté du marbre en direction du lanceur. Fait que si on ne voit pas le marbre là, comme surface, au moins les lignes blanches fournissent un bon guideline. Okay. Mais ça s'efface en cours de partie, mais au moins pour les 3 manches, où est-ce qu'on les a, c'est un grand plus. Puis même au-delà de ça, des fois, ça dépend de l'ombrage. C'est-à-dire qu'avec un frappeur gaucher, tu vois le marbre, tout va bien. Là, le droitier arrive, son ombre est masqué le marbre. Là, on ne le voit plus. Fait que, le truc, souvent, c'est peut-être de se fier aux genoux du receveur dans un certain cas. Là. C'est pas supposé être ça, mais la visibilité, des fois, est excessivement difficile. Fait que un bon catcher là, qui donne un coup de main à l'arbitre, c'est certain qu'il y a des lancers qui vont être gagnés, là, des prises qui vont être gagnées pendant la sinon, en matière de visibilité, c'est sûr que c'est complexe. Puis même chez les arbitres, là, on a un orgueil, là, c'est-à-dire que d'offrir une performance inférieure à ce qu'on est capable de faire en temps normal, c'est fâchant. Puis la plupart ont décidé de piler sur cet orgueil-là en disant « Bon, je vais faire de mon mieux dans les circonstances ». Fait que c'est certain que la zone de prise est peut-être agrandie cette année, là, puis qu'il y a des décisions bizarres qui sont rendues.
Puis pour les fausses balles, c'est la même chose. Là. Puis, tu sais, je vais te conter une anecdote. Là, je fais mon premier match en arrière du monticule, donc j'appelle les balles puis les prises. Je pense 3e lancé de la game. Le lancer rentre, c'est une prise du point, c'est un beau lancer, mais j'oublie de caler. Pendant une seconde, j'ai complètement oublié. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, là, je suis sur les buts, c'est pas ma job. Puis quand j'ai vu qu'il y avait un silence, là, ça m'a paru 1 minute, là, mais c'était peut-être une fraction de seconde. Là, j'ai appelé la prise, mais cette espèce, ça fait 20-25 ans que tu fais les choses d'une même manière. Puis là, soudainement, il faut tout changer. Ça crée ce genre de situation-là. Est-ce que tu penses que ça peut juste améliorer les arbitres de vivre cette situation-là? Ben, au niveau de compréhension du match. Ah oui, là, clairement. En termes techniques, le danger, c'est de créer des mauvais plis, surtout chez les plus jeunes. Puis c'est pour ça qu'on a Baseball Québec pour des déplacements les plus simplifiés possibles. C'est-à-dire que nos arbitres d'expérience, eux, ils vont, sans dire qu'ils vont improviser, là, ils vont s'adapter, tenter des choses, avoir des déplacements pour optimiser les angles de vision. Mais chez les plus jeunes, on a essayé d'apporter le moins de changements possible parce qu'on avait peur de créer des mauvais plis. Mais en termes de compréhension du jeu, puis surtout en termes de relation arbitre-entraîneur, où est-ce que les coachs le voient bien qu'on fait notre possible là, dans des conditions là, vraiment faciles. Fait que ça rapproche un peu les gens, les différents intervenants sur un terrain. Fait que ça, c'est peut-être le point positif là, à retenir. OK. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine dans le baseball majeur, la petite altercation. Là, il y a eu une expulsion d'un entraîneur. Puis là, les deux se sont rapprochés en mettant leur masque. Ça arrive peut-être pas souvent dans le baseball amateur, mais comment tu as trouvé cette situation-là dans le baseball majeur? Ben, tu sais, c'est qu'il des fois, il y a pétage de plomb en règle où est-ce que toute civilité va être oubliée. Mais la plupart des altercations avec les entraîneurs, là, peut-être que des gradins ou vu des bancs, ça a l'air d'un réglage de compte en règle, mais c'est le genre de truc qui va être respecté quand même dans une situation normale où est-ce qu'on ne veut pas se bumper ni un ni l'autre, on ne veut pas d'accrochage physique. Ça va arriver des fois au niveau du postillonnage aussi qu'on va dire au gars, OK, recule un peu. Là, puis même comme arbitre, là, c'est que tu ne veux pas postillonner sur le coach ou être l'agresseur non plus. Mais dans cette circonstance-là, l'expulsion était déjà arrivée. Mais dans la vraie vie, ça donne la fraction de seconde. Tu dis, attends une minute, là, je mets mon masque, là, je vais me calmer. Mais ça donne des scènes tordantes là, auxquelles, même avant le début de la saison, j'en parlais avec des chums en disant, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis, je pense que ça s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Là, en 10 minutes, je vais mettre mon masque. L'arbitre au marbre qui a de la difficulté à accrocher sa deuxième oreille aussi. Puis, ça baisse la tension un peu. C'est ça. Là, ça fait oublier les spectateurs de carton aussi. J'ai une dernière question pour toi, JF, c'est par rapport aux formations en ligne avant la saison. Comment ça a été, ça? Ça a super bien été. Il faut dire que sans parler d'improvisation, il a fallu qu'on pense rapidement, puis il a fallu qu'on tente des choses. On a noté là, systématiquement tous les coups à améliorer, où est-ce qu'on pouvait être meilleur en 2021. C'est une formule qui est là pour rester, modifier un peu, mais qui va rester. On a formé approximativement 1000 personnes sur cette plateforme-là, ce qui est quand même excellent. Là, nos arbitres niveau 3, eux, étaient formés, mais devaient avoir un examen via la plateforme de Baseball Canada. Fait que c'est quand même 1000 personnes qui ont réussi à avoir une formation en ligne. On a la chance d'avoir des gens dans notre équipe là, qui ont assez de connaissances en informatique pour offrir là, vraiment une plateforme. Ça coche. Là. Il n'y a absolument rien à redire là-dessus. C'est au niveau de la gestion, c'est pesant, c'est assez lourd à gérer. Fait que nous, c'est de voir comment l'année prochaine, on peut offrir un service encore meilleur tout en s'imposant moins de travail administratif en arrière de ça. Fait qu'on en est là en ce moment. Le feedback est peut-être à 95-97% très positif. Okay. Puis, les gens qui s'y opposent, mais il y a toujours une certaine résistance au changement. Puis, on aurait aimé ça, des formats en classe, nous aussi, mais c'est impossible. Donc, vous allez offrir les 2 options l'année prochaine, j'imagine? Ça va dépendre. C'est les régions, là, en fait, qui sont responsables de l'organisation des formations. Si une région donnée veut en donner en présentiel, qui ont assez de personnes qui veulent assumer les frais, ça va être tout à fait possible. Okay. Sauf que je peux pas m'avancer à dire qu'il va en avoir partout. Là, vous allez avoir plus de temps en plus pour vous préparer comparativement cette année. Fait que j'imagine que ça, c'est positif, en fait, d'avoir du temps pour préparer ça.
Tout à fait. Là, on est déjà en train de préparer 2021 actuellement là, en termes de formation. OK, excellent. JF, je te remercie beaucoup. Puis on va avoir la chance de se reparler pendant la saison, probablement. Ben, c'est parfait. Bonne journée à toi. Merci, salut. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.